Merci beaucoup Clémence pour cette première partie. Donc moi je vais prendre la suite et comme c'était très bien introduit précédemment, faire un focus sur le recyclage direct des batteries, technologie de recyclage qui est en cours d'étude et de transfert dans les laboratoires, avec un focus sur les technologies qu'on développe à l'ICMCB. Donc je travaille à l'Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux, donc qui est un laboratoire d'environ 300 personnes qui travaillent sur le développement de matériaux pour l'énergie, donc notamment les batteries, tout ce qui tourne autour de l'hydrogène, production, stockage, utilisation, les vitrages intelligents, des matériaux pour l'environnement et la santé, pour l'électronique, pour l'optique et la photonique. Donc, les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui ont été principalement faits par deux étudiants en thèse, Nela Yagan, qui a soutenu sa thèse en novembre et qui est aujourd'hui embauché chez Renault Ampère pour travailler sur le recyclage des batteries, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis Insav Galish, qui est encore en thèse et qui a travaillé sur tout ce qui concerne l'analyse de cycle de vie du procédé qu'on a développé. Alors juste quelques mots sur la philosophie de mon parcours. Moi, je suis rentré au CNRS en 2002 pour développer des procédés de synthèse et de mise en forme de matériaux dans une philosophie de développement durable. Donc c'est comme ça que je suis venu à l'utilisation des milieux fluides supercritiques. Et puis dans les années 2010, j'ai commencé à m'intéresser au recyclage des matériaux en se disant, ben, on étudie tout ce qui est germination-croissance. Il y aura certainement un intérêt scientifique à regarder la déconstruction, hein, sachant à l'époque, encore un petit peu aujourd'hui, même si ça change beaucoup, dans les laboratoires, le recyclage était vu comme une recherche très technologique en disant, ben, le recyclage c'est quoi? On broie, on sépare et on essaie de valoriser. Donc depuis 2010, j'essaie de montrer, et je pense qu'aujourd'hui on a réussi à le faire, qu'il y a une recherche qui peut être conduite dans le domaine du recyclage des matériaux. Et vous voyez les différents types de systèmes sur lesquels j'ai travaillé jusqu'à ce jour pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Et j'aime bien montrer ce diagramme qui est ce qu'on appelle le diagramme papillon, qui était proposé par la Fondation Ellen MacArthur. Et pour moi, personne ne peut mieux qu'une personne qui a passé beaucoup de temps sur un bateau isolé imager ce qu'est l'économie circulaire. Et pour ce qui nous concerne, hein, c'est plutôt l'aile de droite qui est intéressante au niveau des produits, des matériaux inorganiques et des matériaux manufacturés. Donc vous voyez, hein, donc il y a toute alors j'ai pas le pointeur, excusez-moi. Donc là, on a la chaîne classique dans une économie linéaire, on part de la mine et puis on va vers le produit. Et puis ce qui est en train de se développer, c'est les différentes parties de l'aile, la maintenance, la réutilisation, le reconditionnement et puis le sujet d'aujourd'hui, le recyclage. Et puis sur la gauche, hein, bon, ça concerne pas le recyclage des batteries, mais ce qui est intéressant quand même à signaler, ça concerne plutôt la matière organique. Et là, il y a un gros enjeu qui concerne la production du biogaz, hein. Il y a des objectifs. Donc, par exemple, les Pays-Bas sont beaucoup plus en avance que la France, mais l'objectif, c'est quand même de remplacer le gaz naturel par du biogaz, hein. Et de plus en plus, dans les années qui viennent, la quantité de biogaz dans le réseau va augmenter. Et donc, alors, ben, je suis bloqué avec le stylet, pardon. Euh, Voilà, peut-être ça. Non, c'est. Attendez, j'ai un petit souci technique. Voilà, je vais repartager et ne plus utiliser le stylet. Voilà. Et donc les deux yeux du papillon, qui sont importants, hein, qui drivent une partie de nos activités de recherche, bien évidemment, c'est le Green Deal. C'est une loi européenne qui dit qu'en 2050, on va devoir être dans une société neutre en carbone. Et donc toutes les sociétés ont fait des roadmaps pour leur permettre d'arriver en 2050 à cette production neutre en carbone. Et puis un deuxième œil qui est important, rentrer dans une société circulaire avec zéro déchet. Et je connais un certain nombre de partenaires industriels qui ont également établi des roadmaps qui les amèneront vers 2040 à une production zéro déchet. Donc pour compléter l'intérêt de pourquoi recycler, hein, donc l'apparition des métaux critiques, donc c'est 2000, on va dire 2010 au niveau de la communauté européenne. Et donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été publiés depuis, et le dernier, il est sorti l'année dernière, donc La guerre des métaux rares. Et dedans, vous pouvez trouver des informations qui sont extrêmement importantes et qui donnent des ordres de grandeur. Hein, donc vous aurez le support également, mais vous voyez en bas du slide, donc il est écrit qu'on va consommer davantage de minerais avec toutes les nouvelles technologies qu'on développe, hein, durant la prochaine génération qu'au cours des 70 000 dernières années.
Donc ça montre vraiment l'impact des technologies qu'on développe et la nécessité, bien évidemment, de recycler les matériaux. Alors, je vous propose deux parties à ma présentation. Bien évidemment, une introduction à ce que sont les milieux sous et supercritiques, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément enseigné. En termes dynamiques, jusqu'aux classes préparatoires, on enseigne les trois états de la matière, le point critique, mais qu'est-ce qui se passe au-delà? On ne le regarde pas forcément. Et puis une deuxième partie sur la présentation des travaux de recherche qu'on a menés sur le recyclage direct des batteries. Alors juste, vous voyez le graphe qui montre l'évolution des travaux de recherche. On voit que il y a eu une publication en 1990, donc comme ça a été mentionné par Clémence, avec l'arrivée de ces batteries sur le marché. Et vous voyez 2024, plus de 1500 publications scientifiques qui montrent bien évidemment l'engouement des travaux de recherche autour de cette problématique, dû l'enjeu que, comme ça a été montré dans la présentation précédente. Alors, les milieux fluides supercritiques, c'est quoi? Donc, on utilise généralement, donc si je voulais être euh, plus précis, et j'aurais dû le faire avec la communauté qui est en face de moi aujourd'hui, c'est représenter ce que sont les milieux fluides supercritiques dans l'espace PVT, pression, température, volume molaire. Mais c'est vrai qu'on utilise généralement la projection dans l'espace pression-température parce que ça permet de mieux visualiser ce que sont les milieux fluides supercritiques. Donc, vous reconnaissez les trois états de la matière, solide, liquide, gaz. Et donc, au-delà du point critique, qui est une donnée thermodynamique de chaque composé pur, on se trouve dans le domaine supercritique. Et donc là, c'est une frontière qui est fictive par définition, parce que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aller de façon continue du liquide au gaz, juste en changeant la pression et la température. Alors derrière milieu fluide supercritique, on va mettre tous les solvants qu'on peut utiliser en chimie. Donc bien évidemment, les plus connus sont le dioxyde de carbone, température critique de 31 degrés, pression critique de 73,8 bars. Et l'eau, un petit peu plus dur à atteindre technologiquement, mais ça fonctionne. 374 degrés, 221 bars. Donc sur la technologie qu'on a développée, je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une base CO2. Typiquement sur une base eau, on vient de réussir un transfert de technologie avec la société Suez sur justement la gasification hydrothermale des déchets organiques. Donc, on a développé au labo un pilote de 5 kHz qui est aujourd'hui en train d'être développé à une échelle plus importante, 150 kHz à côté de Bordeaux sur un site à Saint-Selve. Et ensuite, tout un tas de différents solvants. On peut utiliser des alcools, de l'ammoniac, de l'hexane, des mélanges. Ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on va utiliser un mélange, c'est de bien de maîtriser la thermodynamique du système, parce que bien évidemment, le mélange n'aura pas le même point critique que le constituant pur, et éventuellement des diagrammes de phase qui peuvent être différents. Il existe 4 types de diagrammes de thermodynamique différents quand on mélange ces différents types de fluides. Alors le CO2, bien évidemment, il est connu par rapport à la première application industrielle du CO2 supercritique, les années 70, avec l'extraction de la caféine du café. Vous voyez la taille des installations. Je le montre parce que la technologie qu'on a développée également pour le recyclage direct des batteries, d'un point de vue industrialisation, est pas très loin, en termes de conditions, pas très loin de ce qui est utilisé pour l'extraction de la caféine du café. Alors, d'un point de vue matériaux, ce que j'ai montré, moi, au cours de ces 20 années de recherche, c'est qu'avec les milieux fluides supercritiques, on va pouvoir synthétiser, élaborer des matériaux qu'on ne peut pas forcément faire avec des approches plus conventionnelles. Et pour illustrer ce fait, j'utilise cette propriété-là, le fait que la tension de vapeur va être quasi nulle, ce qui fait, pardon, la tension de surface va être quasi nulle, ce qui fait que lorsqu'on va faire du séchage, quand on fait un séchage gaz liquide, on a la création de ces forces capillaires, comme on le voit ici, qui font qu'on va avoir un effondrement de la structure et qu'on va passer d'un gel à un xérogel. Dans du CO2 supercritique, on va par la création de ces forces capillaires, ce qui fait qu'on va pouvoir maintenir la structure et obtenir un aérogel. Et là, vous voyez l'exemple d'un matériau organique qu'on avait obtenu il y a quelques années, avec une densité de 0,001 g par centimètre cube, donc très très faible. Et ce matériau ne peut pas être obtenu par d'autres approches que celle-ci. Et pas plus tard que décembre 2024, on a redéposé un brevet sur des matériaux là inorganiques avec différents niveaux de porosité. Et on a réussi lors du séchage à révéler des porosités qui n'avaient jamais pu être obtenues avec un séchage gaz liquide classique.
Alors, je vais faire un focus sur l'eau qui a des propriétés extrêmement intéressantes, et en particulier l'évolution de la constante diélectrique de l'eau. Donc l'eau, c'est un solvant polaire dans les conditions normales de température, une constante diélectrique de 78, et comme vous pouvez le voir avec la courbe bleue, à 250 bars, quand on augmente la température, on va diminuer la constante diélectrique. Et l'eau supercritique, c'est comme de l'hexane d'un point de vue propriété. Une constante diélectrique de 2. Et donc cette évolution de la constante diélectrique, elle est utilisée d'une part pour élaborer des matériaux, puisqu'on va passer d'un milieu dissociant à un milieu non dissociant, donc on va forcer la précipitation des sels, et c'est ce que j'utilise comme propriété pour élaborer, synthétiser des matériaux inorganiques. Et le fait que l'eau supercritique soit comme l'hexane, typiquement, ben, c'est ce qu'on utilise dans le recyclage des matériaux composites à fibre de carbone, parce que on va pouvoir faire de l'hydrolyse dans de l'hexane. C'est-à-dire, on va pouvoir hydrolyser la matière organique et les molécules organiques vont se solubiliser dans l'eau supercritique, ce qui va permettre de les extraire. Donc, on joue avec l'évolution de ces propriétés. Donc, un exemple, par exemple, là, vous voyez donc, tout un travail que l'on a fait sur la synthèse de géominéraux, et en particulier le talc. Donc, on a fait ça avec la société Imerys, qui extrait aujourd'hui le talc naturel des mines de Luznac dans les Pyrénées, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et en utilisant l'eau supercritique, on a réussi à reproduire la synthèse de talc, mais cette fois-ci synthétique. Dans la nature, il faut à peu près 1 million d'années pour former le matériau. Dans l'eau supercritique, il faut 20 secondes. Donc des propriétés un petit peu différentes, bien évidemment. La croissance du matériau ne va pas être la même, mais on arrive à avoir des matériaux qui ont exactement la même structure et une composition qui est maîtrisée, ce qui n'est pas le cas au niveau des gisements. Et donc, on a transféré cette techno à l'échelle industrielle. Deuxième propriété qui est extrêmement intéressante pour nous, vous le voyez sur la droite du slide, l'évolution du produit ionique de l'eau, 10-14 dans les conditions normales de température et de pression, 10-11 à 250 degrés. Donc là, on n'est plus supercritique. Je veux dire, supercritique, c'est pas une fin en soi, mais ce qui est important, c'est qu'on connaisse bien l'évolution des propriétés thermophysiques du solvant en fonction de la pression et de la température et qu'on puisse aller dans la zone, dans le domaine pression-température qui est important par rapport à ce que l'on souhaite faire. Et typiquement, on a valorisé cette propriété-là sur, donc c'est des partenaires de l'aéronautique. Pareil, un transfert de techno qui est en cours, où on arrive à faire du traitement de surface de matériaux et à remplacer du traitement qui se fait aujourd'hui dans des bains acides, mélange d'acide sulfurique, nitrique, fluorhydrique, uniquement par de l'eau dans ces conditions de pression et de température. Donc, ce que je voulais montrer dans cette première partie, c'est la richesse de la chimie, de la physico-chimie qu'on peut faire dans ces milieux. Et donc, on a exploité une infime partie de cette richesse sur le recyclage direct des batteries. Et je dirais, c'est dans la continuité de ce que l'on fait au laboratoire, de ce qui était le fil conducteur des travaux de recherche que j'ai menés dans le domaine du recyclage, les différents systèmes que vous avez vus. Le fil conducteur, c'est toujours essayer de garder de l'énergie et de la complexité dans le système. Typiquement, donc c'est ce qui me permet d'introduire ce que c'est le recyclage direct. Les procédés qui ont été introduits par Clémence, donc on revient à la brique élémentaire, au sel qui permet ensuite de refaire la partie active et de refaire la batterie. Là, l'idée, c'est de désassembler à un niveau qui fait qu'on va pouvoir réutiliser les éléments, mais pas les éléments d'origine équivalents à ce qu'on aurait pu extraire d'une mine, parce on va garder, on va économiser toute la quantité d'énergie qu'il a fallu pour repasser de la matière première au matériau. Donc c'est un petit peu ce qui a drivé mes travaux de recherche et ce qui a drivé, je dirais, ce qui drive le développement du recyclage direct des batteries. Alors ça, c'était introduit, donc ce que vous voyez là, c'est une autre manière où on voit qu'aujourd'hui l'enjeu c'est sur les déchets de production et comme l'a dit Clémence, au fil des années, bien évidemment, ça va switcher et il va y avoir une répartition entre déchets de production et batteries en fin de vie. Alors, l'utilisation du CO2 supercritique pour faire de la délamination, parce que le recyclage direct des batteries, c'est faire de la délamination, comme vous allez le voir juste après. Donc, le CO2 aujourd'hui dans le domaine du recyclage, il est utilisé beaucoup par rapport à sa vocation première, qu'est l'extraction, et en particulier dans tout ce qui est des pollutions des plastiques. Aujourd'hui, on a un niveau de recyclage des plastiques en France d'à peu près 30%. Emmanuel Macron avait annoncé un objectif de 100% en 2025. Donc le point positif, c'est que ça a stimulé énormément de travaux de R&D. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est que tout ce plastique non pollué
déchet de production si on arrive à le recycler facilement. Par contre, beaucoup de plastiques en fin de vie vont être pollués et si on n'arrive pas à les dépolluer, on n'arrivera pas à les recycler. Le CO2 supercritique est une des technos qui se positionne aujourd'hui pour extraire les polluants qu'on peut avoir dans différents types de plastiques et permettre leur recyclage. La délamination, je vais y venir, hein, c'est ce on a fait vraiment un focus là-dessus au laboratoire, même si on a des projets actuels sur la dépollution des plastiques. Et puis des travaux de recherche qui commencent à sortir dans la littérature, hein, où le CO2 pourra accompagner l'hydrométallurgie a priori. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne travaille pas dessus. Donc les mécanismes qu'il y a derrière, je ne les connais pas, mais il y a peu de travaux, mais quelques-uns commencent à sortir en disant qu'en rajoutant du CO2 dans un bain d'hydrométallurgie, on arrive à augmenter les cinétiques de l'exciviation du matériau. Alors sur la délamination, on a commencé à travailler dessus sur un projet donc 2015 sur la délamination des cellules photovoltaïques parce que vous avez trois couches et c'est la même problématique qu'on va rencontrer dans les batteries. Il faut les séparer sans les endommager pour pouvoir les réutiliser derrière. Donc ça a marché, on a déposé un brevet qui a été appliqué aux emballages alimentaires, parce que les emballages alimentaires, c'est des multicouches. Hein, vous prenez, je donne toujours l'exemple des pommes potes ou de la brique Tetra Pak, vous avez trois couches, une couche de polyéthylène terephthalate contact alimentaire, un feuillet en aluminium qui fait un effet barrière, et puis une couche de polyéthylène pour la partie marketing. Et donc, on a créé en 2019 la société Idelam, qui existe toujours et qui travaille sur la délamination d'un certain nombre de produits techniques. Et aujourd'hui, il travaille principalement sur le recyclage des chaussures, parce qu'il y a très peu de technologies qui permettent de le faire. Et dans notre cas, on arrive à séparer les différents constituants de la chaussure, hein, sachant que ça peut aller de 10 à 20 éléments en fonction du type de chaussure. Donc ça, c'est un outil pilote qu'on a au laboratoire hein, pour mettre en œuvre cette technologie. Donc c'est un réacteur de 30 litres. Et donc, en gros, hein, donc j'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais si vous voulez plus d'informations, hein, la présentation dans une demi-heure, c'est un condensé de ce que j'ai fait au Collège de France le 3 mars. Donc c'est une présentation d'une heure que j'avais fait suite à un cours donné par Jean-Marie Tarascon. Donc vous pouvez le retrouver et vous trouverez une présentation un peu plus détaillée que la présentation que je vous fais aujourd'hui. Et tout ça pour dire que ce que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais que j'avais présenté dans cette présentation, c'est qu'avec une installation comme ça et deux réacteurs, on arrive à traiter les déchets de production d'une gigafactory type ce qu'est en train de construire ACC. Donc tout ça pour dire sans faire de jeu de mots que c'est pas non plus une usine à gaz. Et puis on a également un autre projet au-delà des batteries actuellement en cours avec le groupe ADN sur le recyclage des skis. Donc toujours pareil, hein, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 1500 tonnes de skis par an en France qui sont jetés, broyés, incinérés et qui ne sont pas valorisés. Et donc c'est pareil, c'est comme la batterie qu'on va voir juste derrière, c'est un multicouche. 5000 feuilles qu'on arrive, grâce aux technologies qu'on a développées, à séparer, toujours dans la philosophie de récupérer les éléments et de pouvoir les réutiliser. Donc j'en arrive aux batteries. Hein, donc vous voyez les noms de mes collègues qui apparaissent à l'ICMCB avec lesquels je travaille sur cette activité-là. Donc Gilles Philippot qui est maître de conférence, Jacob Olchowka qui est chargé de recherche CNRS, Laurence Cogonnet qui est ma collègue et directrice adjointe du laboratoire, mais qui est une spécialiste des batteries depuis plus de 20 ans. Alors, donc je reviens à la plantation du millefeuille, hein, toujours dans la même stratégie. Donc, la batterie, on peut la voir sous cet angle-là, où on voit qu'on a un millefeuille avec différents constituants et qu'on va vouloir séparer. Donc, la partie active, hein, vous retrouvez ici LiCO2, mais ça peut être du NMC ou un autre matériau. La négative, qui va être du graphite. Les conducteurs de courant aluminium-cuivre, l'électrolyte et le séparateur. Donc on est reparti de cette idée-là. Et l'objectif, donc on a travaillé, nous, dans un premier temps, on a fait la preuve de concept sur la positive, avec du NMC 622, où vous voyez, donc on a le conducteur de courant en aluminium, la partie active, qui est dans un liant en PVDF avec du carbone black, du noir de carbone. Donc ce que je vais vous montrer, c'est les travaux qu'on a menés pour arriver à la fin de l'image où on arrive à séparer et à réutiliser les matériaux. Donc on met le matériau dans le réacteur, hein, donc c'est rien de plus qu'une cocotte minute, on va dire. Donc elle est dimensionnée pour aller un petit peu plus haut en pression et température. Donc n'essayez pas de faire ces essais dans votre cocotte minute à la maison. Donc on met le matériau,
du dioxyde de carbone et on rajoute des co-solvants. Et dans toutes les technologies qu'on a développées, hein, on pourrait imaginer n'utiliser que du CO2, mais le compromis vient bien évidemment dans le ratio quantité de CO2 qu'on utilise ensuite pour une rentabilité économique et un dimensionnement technique, hein, pour que ce soit faisable, le ratio quantité de CO2, quantité de matière qu'on recycle. Et très souvent, on est obligé de rajouter un petit peu de co-solvant qui permet de réduire la quantité de CO2. Mais bien évidemment, qui dit co-solvant, derrière, on génère un déchet qui va avoir un impact. Donc tout le travail consiste aussi à être en mesure de pouvoir recycler. Parce que le CO2, dans les procédés industriels, il est recyclé, il est en boucle, donc ça, il n'y a pas de souci. Quand on utilise un co-solvant, ça peut devenir un déchet qu'il faut traiter, donc bien évidemment qui va impacter l'impact environnemental global du process. Donc dans ce procédé-là, on a un mélange CO2, triéthylphosphate, acétone. Et vous allez le voir par la suite, donc ça permet de séparer les différents éléments de la batterie, le feuillet en aluminium, le PVDF et le noir de carbone avec la partie active. Et donc, comment on a suivi l'efficacité de la délamination, hein, donc c'est en utilisant le paramètre qu'on a défini, donc efficacité de délamination, bien évidemment, ben, on va suivre la perte de masse du système, sachant que quand la masse finale, enfin, après délamination, est égale au feuillet d'aluminium, ben, c'est qu'on a réussi à parfaitement délaminer le système. Alors, on a fait une étude paramétrique, hein, donc les principaux paramètres du procédé, c'est le cosolvant, j'en ai parlé. Donc, quand on rajoute des cosolvants, il y a la quantité de cosolvant, mais le ratio entre les deux cosolvants. La température, donc là, ce que je vous donne en dessous, hein, en caractère gras, ce sont les valeurs de procédé optimisées. La température, 120 degrés, hein, donc quand je disais qu'on est dans les conditions d'extraction de la caféine du café, on est un petit peu au-dessus. Un temps de 15 minutes, donc ça c'est pas mal, c'est très rapide. Et puis bien évidemment, un paramètre clé pour le scale-up, c'est la quantité de solvant, donc là de système solvant, donc CO2 plus les deux cosolvants qu'on va ajouter par rapport à la quantité de matériaux pour batterie qu'on veut délaminer. Alors là, je vais vous montrer maintenant les différents éléments un par un, hein, pour montrer qu'on est capable de les récupérer. Donc le feuillet en aluminium, vous voyez sur la gauche avant, après, hein, donc le feuillet est intact. Les impacts que vous voyez sur le feuillet, c'est lié au calendrage et au procédé de fabrication de l'électrode. Après, bien évidemment, ce qui était important, c'était la partie active, hein, donc le NMC 622. 6,2, ça veut dire 0,6 nickel, 0,2 manganèse, 0,2 cobalt. Et donc, on a comparé trois matériaux. Le matériau d'origine, parce que ce qui est intéressant, donc en France, il y a un réseau national sur le stockage électrochimique de l'énergie, le RS2E. Et donc, il y a une plateforme de prototypage qui est à Amiens, hein, donc d'où le partenaire Mathieu Mocret dans les noms que vous avez pu voir apparaître. Et donc, il est en mesure de nous fabriquer des cellules. Donc, ça veut dire qu'on connaît bien les matériaux qui ont été utilisés, ce qui est important pour pouvoir comparer et évaluer l'impact du recyclage. Donc, le matériau d'origine, le matériau recyclé et du matériau qu'on a gratté de l'électrode. Comme ça, on arrive à avoir le matériau d'origine, l'effet du procédé de manufacturing de l'électrode et puis l'effet du procédé de recyclage. Donc là, vous voyez des diagrammes de diffraction des rayons X, hein, qui permettent de suivre l'évolution de la structure du matériau et on voit qu'on n'a pas de différence entre ces trois matériaux, donc on arrive à préserver la structure du matériau, ce qui est clé. Après, un point important également, c'est la composition du matériau. Donc, on le fait par analyse chimique. On voit également, hein, que le procédé de recyclage ne va pas altérer la composition chimique du matériau, ce qui est important quand on pense à la réutilisation, bien évidemment, du matériau pour refaire une nouvelle électrode. Donc, le procédé n'a pas d'impact sur la structure du matériau, sur la composition. La morphologie est importante, hein, vous voyez, ce sont des billes qui sont constituées de particules primaires de plus petite taille. Donc c'est important par rapport à la propriété finale du matériau. Donc bien évidemment, on compare également les trois échantillons. Et vous voyez ici sur l'évolution des courbes de granulométrie, donc ça c'est la poudre d'origine. Et on voit que la poudre recyclée a exactement la même distribution granulométrique que la poudre après élaboration du matériau, ce qui montre que l'effet vient principalement du procédé d'élaboration d'électrodes et pas du procédé de recyclage. Donc le procédé de recyclage n'a pas d'impact sur la taille et la morphologie des particules de matière active.
Et donc ensuite, on a voulu aller jusqu'au bout, hein, montrer qu'on arrivait à refaire des matériaux. Donc on a refait des électrodes et refait des cellules avec, avec ces matières recyclées. Ce que vous voyez ici, on compare en noir la matière d'origine avec la matière recyclée. Donc ce qu'on voit, hein, au niveau du cyclage, donc au début, on a une petite différence, une polarisation au niveau électrochimique. Donc, on a aujourd'hui trois pistes pour explorer ça. Donc, il faut qu'on regarde donc la géométrie, l'évolution. Il reste des traces de PVDF en surface et éventuellement une évolution des propriétés de surface du matériau, une carbonatation. Mais néanmoins, on voit qu'on a quand même le matériau cycle bien. Et un point qui est important que j'ai vu dans le domaine du recyclage d'une façon générale, quand on travaille avec des matières premières, aujourd'hui le terme pour dire matière recyclée, hein, de plus en plus, on parle de matières premières de recyclage. Il faut revisiter les procédés de mise en forme parce que on va travailler avec une matière première. Alors, bien évidemment, hein, ça dépend des efforts qu'on va faire au niveau de la purification et du retravail de cette matière première. Mais si on veut arriver à avoir des processus qui soient rentables d'un point de vue technico-économique, ben, il faut essayer d'aller le plus direct possible vers la réutilisation. Quelque chose qui est, donc là on a des performances qui sont quasi similaires, hein, mais comme ça a été présenté, au niveau des gigafactories, aujourd'hui, le taux de déchets de production, il est entre 10 et 30% en fonction du niveau de lancement de la gigafactory. Et donc là, on s'est amusé à refaire une électrode en mélangeant euh, la matière recyclée avec 50%, donc 50% de matière recyclée et 50% de matière vierge. Et là, vous voyez ben, on a des performances qui sont similaires. Et si jamais dans une gigafactory, on imagine, on va dire 10-15% de déchets de production, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour réintroduire ces 10-15% de déchets de production dans l'outil de production et avoir des matériaux qui auront des performances qui seront similaires. Et après, bien évidemment, hein, on a fait travailler le matériau à différents taux de charge et de décharge. C'est ce que vous voyez avec le C sur 20, etc., C sur 10 de C. Donc, on voit que ça décroche un petit peu. Hein, donc, C, c'est quand on va avoir la capacité maximale théorique de charge en 1 heure. 2C, 130 minutes. Donc, plus on va vite, plus ça décroche. Quand on refait une électrode avec 100% de matière recyclée, qu'on peut expliquer avec ce que j'ai dit précédemment quand on regardait l'évolution de la capacité en fonction du cyclage. Et vous voyez, quand on va mélanger 50% de matière recyclée avec 50% de matière vierge, on a des courbes on a la même performance au niveau du matériau. Et donc pour terminer, euh, donc bien évidemment aujourd'hui, hein, quand on développe des matériaux, des technologies, il faut bien évidemment évaluer leur impact. Donc c'est les travaux d'INSAF qui va soutenir sa thèse en fin d'année. Donc elle a travaillé sur l'évaluation de l'impact environnemental du procédé qu'on a développé, en comparant par rapport aux procédés qui ont été introduits précédemment par Clémence, qui sont aujourd'hui utilisés à l'échelle industrielle, donc pyrométallurgie, hydrométallurgie. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais hein, bien évidemment, quand on fait de la CV, il faut qu'on fixe ce qu'on appelle la functional unit. Donc, qu'est-ce qu'on mesure? Et donc, nous, on a pris du NMC avec une capacité de 137 ampères heure qui correspond à 0,96 pardon, kg de matériaux d'électrode. Donc, on a comparé les trois procédés pélaométallurgie, hydrométallurgie, recyclage direct et incinération. Et donc, vous le voyez au niveau des histogrammes, hein. Donc, à chaque fois, quand on fait de la CV, on va regarder l'impact sur différents critères, hein. Donc, climate change, etc. Hein, vous aurez les slides. Et on voit l'impact des différentes technos. Et donc, au niveau du recyclage direct, on le voit, et donc c'était quelque chose qui était attendu parce qu'on hein, on s'arrête avant la matière première, ce que permettent d'obtenir les autres procédés, à part l'incinération, on a un impact qui est moins important. Voilà, donc pour conclure, et en termes de perspective, donc on a travaillé sur ces déchets de production. On a travaillé pareil sur la négative, donc ça marche très bien. On a réussi à délaminer une négative, à refaire l'électrode, la faire cycler et voir qu'on avait des performances quasi similaires à celles de la matière vierge. Donc ensuite, on a commencé à travailler sur des batteries en fin de vie parce que là, on rajoute une étape, enfin deux étapes même qui sont pas négligeables.
la problématique de l'électrolyte. Donc, si on arrive à l'extraire et à le récupérer, hein, on a montré qu'on était en mesure de récupérer le PVDF. Et puis ensuite, ben, c'est vrai que les matériaux ont vieilli. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué qu'un déchet de production, car dans un déchet de production, comme ça a été mentionné, le matériau n'a pas cyclé. Hein, le matériau n'a subi aucune altération par rapport à son histoire, si ce n'est celle liée au manufacturing de l'électrode. Et puis, comme ça a été montré, hein, une évolution très forte vers le LFP. Donc, on est en train de regarder ça, même si donc aujourd'hui il y a des procédés qui existent en Chine, et je dirais la viabilité économique du procédé de recyclage du LFP dépend parce que le fer n'a pas une valeur marchande très importante, donc dépend principalement du cours du lithium. Et aujourd'hui, à ma connaissance, uniquement la Chine est capable d'amortir ces variations de coûts. Mais bon, j'ai un slide sur la plantation dont je vous ai parlé précédemment, où on voit l'évolution du cours du lithium au cours du temps, que ça fluctue énormément. On travaille sur le transfert de cette technologie vers l'industrie. Et puis un projet futuriste, hein, qui est d'essayer de proposer des nouveaux concepts pour ne pas avoir à traiter la black mass. Et donc c'est un projet qu'on a lancé en septembre 2024. Donc c'est un projet qui s'intitule sur la durabilité et la recyclabilité des matériaux pour l'énergie, où là on repense la façon dont on va faire ces matériaux pour batterie, en intégrant comme objectif premier le recyclage. Donc on intègre dans les recherches en disant ben, ce matériau, parce qu'en fait d'un point de vue thermodynamique, hein, dans le NMC, on a mis ensemble des éléments qui sont difficilement séparables. On a visé, et comme on le fait aujourd'hui, mais là, on est en train de changer, hein, quand on développe des matériaux, on se dit, on cherche la fonction et après on regarde comment on le recycle. Dans ce projet-là, l'idée c'est de dire, l'ambition c'est de dire, on fait des matériaux qui soient facilement recyclables et ensuite, bien évidemment, hein, on travaille sur la fonction parce que si le matériau n'a pas la performance, il servira à rien. Et par une approche de chimie du solide, hein, vous avez vu dans ce qui était présenté dans les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui dans les batteries, on travaille avec les cations. Nous, l'idée, c'est de travailler avec un cation et de mélanger les anions pour arriver. Et là, on sait que ça sera facilement séparable. On a déjà fait la preuve de concept. Par contre, reste à obtenir la performance. Donc, c'est ce qu'on va essayer de décrire dans les prochaines années de nos travaux de recherche. Donc, pour terminer, bien évidemment, je voudrais remercier l'ensemble de mes collaboratrices et collaborateurs. Donc là, vous voyez les deux étudiants en thèse, Nel et INSAF, et donc mes collaborateurs, donc Gilles, Jacob et Laurence. Et bien évidemment, je vous remercie pour votre attention.